Choix 98.1. Choix Radio X. This is your lucky day. Marceau, le soir, avec Marceau. Radio X. 18h38, c'est un bon lundi. Vous avez, comme moi, entendu Justin Trudeau dire « Si vous voulez changer les choses, présentez-vous en politique. » Ben oui, toi. À coût de 600 millions pour des élections qui viennent de passer, puis il est déjà prêt à vouloir pas changer les choses. Les élections partielles, ouais, c'est 600 millions de dollars. Les élections à la grandeur du Canada, c'est un petit peu plus que ça. C'était plus que ça? Oui, un petit peu plus que ça. Maître Bellemare, vous l'avez essayé, vous, de vous présenter en politique pour changer les choses. Comment ça a fini déjà? Je m'en rappelle plus. Seigneur. Oui, mais regarde, mettre à face, c'est pas tôt. C'est un peu ça qu'on disait autrefois. Ouais. Mais, c'est sûr que si tu te présentes à une élection et tu es élu, tu as peut-être plus de chances de parler aux personnes qui peuvent prendre des décisions, mais on a un système très centralisé au Canada. Hein? C'est un système parlementaire, majoritaire. Ouais. Alors, tout passe par le premier ministre. Alors, c'est sûr que si tu as l'oreille du premier ministre, mais tu vas pouvoir passer tes réformes facilement, mais si le premier ministre, il a la tête ailleurs ou qu'il a peur de tes projets, il n'y a rien qui va passer. Mais vous, on vous avait donné quelle raison de mémoire quand vous vouliez justement abolir le no-fault, puis on vous a dit, M. Bellemare, on ne l'abolira pas, le no-fault. Il vous avait donné quoi comme raison? Il m'avait donné comme raison que le président de la FTQ, qui était à l'époque Massé, c'est quoi son prénom? Massé, le gros bonhomme. Ça là, va me revenir. Un peu intimidant, là. Henri Massé, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Il n'était pas d'accord, lui, avec les modifications. Je voulais pas abolir le no-fault, mais je voulais modifier le no-fault pour qu'il ne s'applique pas dans les cas d'actes criminels au volant. Henri Massé, c'était bien ça? Henri? OK. Ouais. Alors, lui, il n'était pas d'accord avec ça. Lui, il voulait que tout le monde soit payé mur à mur, les soulons, les crottés, les bandits, les délits de fuite, les alcools au volant, puis tout ça. Et puis, Charest avait bien peur de la réaction de la FTQ. Et en janvier 2004, il y avait eu, comme je ne sais pas si tu te souviens, en 2003, l'élection, c'est en avril 2003, là, il y avait un courant de changement. Charest avait 76 députés, il était majoritaire. Donc là, il voulait faire la réingénierie de l'État, il voulait mettre les syndicats à leur place, tout le kit, dégrosser l'État québécois qui disait obèse et tentaculaire. Ouais. Mais en janvier 2004, là, les sondages étaient moins bons, puis là, il a voulu se réconcilier avec les syndicats, puis là, ça a été le début de la fin. Pour bien des réformes, parce que les syndicats, évidemment, n'étaient pas d'accord avec tout ce que Charest pouvait faire du côté de la droite. Là, la réingénierie, ça, c'est considéré comme des concepts de droite. Diminuer la taille de l'État, c'est des concepts de droite aussi. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de réformes qui ont jamais été faites à partir de 2004. Okay. Finalement, ce gouvernement-là a eu du courage pendant à peu près 8 mois. Après ça, 8 mois, c'est quand même... Puis ça me fait dire que quand il y a des promesses électorales qui sont faites, si tu les réalises pas dans l'année qui suit ton élection, tu les réaliseras jamais. Parce que la période de courage, d'habitude, ne dépasse pas un an. À partir de la première année, à partir de la deuxième année, le gouvernement il travaille pour sa réélection. Il travaille plus pour sa réélection que pour réaliser ses engagements. Fait que dès qu'il y a quelque chose qui est un peu douteux au niveau de l'électorat, ça risque de faire de la vague, il ne passera pas à l'acte. Maître Bellemare, ma curiosité s'emballe. Mon imagination aussi. Mais quand un premier ministre s'adresse à son ministre, comment ça fonctionne? Vous rentrez dans une enceinte avec des grandes portes, il est sur son trône avec avec un épée puis sa couronne sur la tête, non? C'est dans son bureau, puis il y a un moment qui a été déterminé pour qu'on puisse se rencontrer. OK. Moi, je ne l'ai pas rencontré souvent. Donc lui, il reste assis à son bureau, vous vous asseyez sur le banc et vous écoutez tout ce qu'il a à dire. C'est ça. Non, pas nécessairement, parce que ça se peut que ce soit moi qui ai quelque chose à dire. Ça se peut que ce soit lui qui a quelque chose à dire. OK. Mais à un moment donné, il y a une rencontre qui se fait. Puis il paraît que Robert Bourassa avait beaucoup d'affinité avec ses ministres. Ça a été un des premiers ministres les plus chaleureux, les plus... il voulait rencontrer ses ministres de façon régulière, mais Charest, c'était pas son... peut-être qu'il se rencontrait certains ministres plus souvent, là. OK. Mais c'était pas son dada. Puis vos rencontres, est-ce qu'il y avait des gens qui assistaient à ça, qui écrivaient tout ce qui se disait? Non, la plupart du temps, non. Mais dans certains cas, oui. Je me souviens d'une rencontre qu'on avait eu lieu en janvier 2004, où là, il y avait son chef de cabinet qui était avec lui. Mais plusieurs rencontres où il y avait juste lui et moi.
Alors, même dans la commission Bastarache, ça a causé problème, parce que là, il fallait relater ce qui s'était dit dans la rencontre, puis évidemment, c'était facile pour lui de dire qu'il n'avait pas dit ça. Oui. D'ailleurs, vous êtes mon fond d'écran à la commission Bastarache. Ah oui? Sur mon ordinateur portable, là, vous êtes mon fond d'écran. Est-ce que c'est là où je remonte mes lunettes avec mon majeur? Exactement! Sérieux? Oui, c'est celle-là. OK, j'ai pris à un moment donné mon majeur pour relever mon... Oui. Ça pouvait donner l'impression de faire un finger. C'est ça. Comme on dit en latin. Il y a des curieux hasards de la vie comme ça. Oui, c'est ça, mais c'est une excellente photo. Parce que c'est peut-être mon inconscient qui a travaillé à ce moment. Oui, c'est ça. Maître Bellemare. Est-ce que tu vas te présenter en politique écoute, là... Je vous l'ai dit. Éric Duhaime... Oui. Charest qui s'en vient peut-être au fédéral. Mais là, c'est le temps d'y aller, là, Yannick. Là. Oui, mais attendez un peu, là. Y croyez-vous, Charest, au fédéral? Ça ne m'étonnerait pas qu'il y aille. Oui. Hein? Il y a vraiment l'esprit de contradiction. Oui. Je trouve que tout ce qui se dit actuellement, qui dit « Ah, non, puis la corruption, puis ci, puis ça », parce que là, il y a l'occasion de laver sa réputation dans une certaine mesure. Parce que tu as eu des chefs politiques qui ont très mal été au niveau des perceptions puis des sondages, mais qui ont réussi à remonter. Tu sais, quand Robert Bourassa a été battu en 1976 par René Lévesque, qui était battu solide, là, il y avait 102 députés Bourassa, 102 sur 110, je pense, à Saint-National à l'époque. Okay. 102 députés en 1973. En 1976, il est battu par Lévesque, il avait de la misère à sortir de chez eux. En 1985, il est revenu avec une majorité encore comme chef de gouvernement. Alors, je comprends, tu vas me dire, c'est le même parti, puis c'est le même niveau de gouvernement, mais je suis sûr que Charest, c'est sûr que ça y tente. Les sirènes des députés conservateurs québécois, là, ils doivent sonner assez fort, parce que je suis convaincu que du côté québécois, puis du côté de l'Ontario, toute la portion un peu plus centre, là, tu sais, centre-gauche là, du Canada, là, l'Ontario puis le Québec, c'est quand même des... Mais être premier ministre du Canada, c'était son rêve. Puis le Québec, c'est arrivé comme un peu par hasard là, pour Jean Charest, puis ça a bien fonctionné pour lui. Mais John James, je pense que c'est le Canada qu'il aimerait, lui. Là. Ben lui, il vise l'Ontario. S'il réussit à aller chercher l'Ontario, puis qu'il réussit à aller chercher au Québec autant de sièges que les libéraux, il peut rentrer. Même sauf que l'Ontario, ça a toujours été très libéral. Oui, ben absolument. Oui, je comprends, mais à un moment donné, les gens ont besoin de changement, tu sais. Puis s'il est au centre, un peu comme Trudeau, là, s'il va chercher un peu les mêmes plateformes, là, les mêmes territoires, ça pourrait être assez étonnant. Puis tu sais, à un moment donné, le besoin de changement, là, Trudeau, il n'est pas éternel, là. Le monde l'aime pas, tu sais. Il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas puis qui le critiquent. Tu sais, tout ce qu'il fait, c'est sa gestion de l'histoire des camions à Ottawa, sa gestion des frontières quand le COVID est arrivé, là. Écoute bien, tu te souviens des avions, ça rentrait à pleine porte, là, puis tu as plein de monde contaminé par donc. C'est vrai que les élections qui viennent de passer, Maître Bellemare, ça démontre... Minoritaire, 2 fois, il est passé, puis tu sais, là, ça a été Scheer, après ça a été O'Toole, mais ça pourrait être assez étonnant comme résultat, et Charest, lui, ça ne lui dérange pas de diriger des partis qui ont de la misère, même quand il est arrivé comme candidat en 98 au Québec. Il a été battu par Lucien Bouchard, puis il est revenu en 2003, puis il a été élu. Mais des défaites électorales, il connaît ça, tu sais. Quand en 93, quand les conservateurs ont été battus, il restait 2 députés au Québec, au Canada, là, une en Nouvelle-Écosse, puis lui au Québec. Puis il a repris ce parti-là en 93. Puis en 97, je pense qu'il en a fait élire une quinzaine. Puis après ça, il est venu au Québec en 98. Exact. Mais je suis sûr que ça y tente vraiment. Puis moi, je ne serais pas étonné qu'ils viennent. Surtout que Trudeau est en position de faiblesse, puis il ne réussira pas à remonter dans les sondages. Là. Tout ce qu'il peut faire, c'est continuer de descendre. Ouais, c'est un mandat de trop. Peu importe qui va se présenter à la chefferie des conservateurs, j'ai l'impression que c'est cette personne-là qui va devenir premier ministre du Canada. Son temps est fait, Justin Trudeau. Mais ça prend quelqu'un qui est capable de se défendre sur le maudit dossier de l'avortement. Ben, tu remarqueras Ouais, je comprends. Mais, tu sais, s'il pense qu'avec, je sais pas moi, une vingtaine, 20-25 députés au Québec, conservateurs, plus en Ontario, peut-être une centaine de députés, tu es déjà rendu à 125, 130. Ouais. Avec peut-être une coupe au Manitoba, puis une coupe de perdus dans l'Ouest, tu peux aller chercher un gouvernement minoritaire. Trudeau, ça fait 2 fois qu'il est élu minoritaire, là. Alors, il pourrait l'être. Tu sais, Harper a été élu 2 fois minoritaire avant d'être élu majoritaire. Alors, ça veut dire que tu sais, normalement, pour avoir un gouvernement majoritaire au Canada, je pense qu'il y a 330, 300 quelques députés.
ça te prend à peu près 160 députés pour être majoritaire, mais si tu es élu minoritaire, tu peux diriger pendant 2-3 ans facilement. Ben, c'est 18 mois en moyenne. Non, je comprends, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que le défi, c'est quoi? C'est d'être élu comme chef de parti, éventuellement comme chef de gouvernement. Et dans ce sens-là, je suis sûr que ça doit le forcer. Puis il y a quoi? Il y a 63 ans. Alors, moi, je me souviens, à un moment donné, en 2004, on avait eu une conférence fédérale provinciale sur la justice à Québec, à Malbaie, puis c'est Martin Cochon qui était ministre de la Justice du Canada, puis moi, j'avais co-présidé avec lui le sommet Justice, Sécurité publique. Puis je me souviens que il y avait 8 ministres de la Justice qui étaient autour de la table, tous des gars de l'Ouest puis du Manitoba. Il y avait toute une photo de Charest dans leur bureau. Alors, il est quand même assez populaire, même à l'extérieur du Québec. Ah ouais. Oui, il est quand même assez populaire. Il est perçu comme un politicien tenace, un bon campaigner, puis les Anglais ils aiment ça. Tu sais, un bon Québécois bilingue, là. Mais il y a le sens de la... pas des millions, là. Non, il y a le sens de la cote. Il s'exprime extrêmement bien. C'est un charmeur de serpent quand il rencontre d'individu à individu. Jean Charest est un charmeur de serpent. Puis moi, je me souviens, là, tout le monde en parle, ça m'avait sauté au visage. Je l'avais rencontré en personne, il m'avait charmé, même si c'était quelqu'un que je n'étais pas capable de voir à télé. Puis quand il était à Tout le monde en parle, on dirait qu'il appuie sur les bonnes places pour que les gens embarquent dans son histoire. OK. Ouais. Puis tu sais, il y a des dossiers avec lesquels les conservateurs ont de la misère. Par exemple, l'environnement. Mais c'est réglé avec Charest. Il a présidé le sommet de Rio. Là. Ouais. C'est ministre de l'Environnement dans le temps, dans le gouvernement Mulroney. Fait que tu sais, il y a des dossiers problématiques que si Charest est élu, c'est réglé. Comprends-tu? Puis c'est combien O'Toole puis Scheer ont eu de la misère avec l'environnement. Ils sont pas capables, les conservateurs, d'arriver avec un plan crédible, un plan qui va passer la rampe. Tu sais. Fait que c'est sûr que si, au niveau de l'environnement, tu vas pas chercher des appuis, mais tu vas avoir de la misère à maudit à te faire élire dans quelques gouvernements que ce soit. Regarde, la CAQ, ils ont un peu de misère avec ça. Ils s'améliorent, là, mais ils ont un peu de misère avec ça. Fait que c'est toujours... L'environnement, c'est toujours considéré comme un thème plutôt centre-gauche, tu sais. Mais Charest, lui, il a ses lettres de noblesse en environnement. Fait que, tu sais, il y a des éléments, tu sais... Au Québec, il n'ira pas chercher plus que 20-25 comtés. Mais, comme je te dis, Trudeau n'a pas fait mieux, là. Maître Bellemare, dans votre chronique ce soir, on parle de l'obligation de dénoncer un crime. Est-ce qu'on est obligé de dénoncer un crime? Ben, c'est ça la question quiz, là. Camille? Tu sors à soir dans le parking, là, puis tu vois un gars qui plante un couteau dans quelqu'un, là, puis tu reconnais la personne. Ça dépend. Si c'est un membre de Québec solidaire, c'est sûr je le dénonce. Merci. C'est pas fin, ça. Moi, je pense qu'il faut dénoncer, là. Non, mais est-ce que tu as l'obligation? Est-ce que tu pourrais être poursuivi parce que tu n'as pas dénoncé le crime? Alors que tu sais très bien qui l'a fait, puis tu es un témoin parfait pour le dire, puis si tu le dénonces, ce gars-là rentre en prison 25 ans. Moi, je dis non. Moi, je pense que si tu le dénonces pas, tu deviens complice. Moi, je dis non. Ben, c'est pas ça. T'es pas obligé. Alors, j'ai raison. Au Canada, t'es victime d'un crime. OK? C'est toi qui as reçu le couteau, là. T'es victime d'un crime, t'es pas obligé d'appeler la police, t'es pas obligé de dénoncer qui que ce soit. T'es témoin d'un crime, t'es pas non plus obligé de dénoncer qui que ce soit. Mais est-ce que c'est parce que ça peut nous incriminer aussi, Maître Bellemare? Tu sais, mettons que je me fais stabber, mais j'avais des raisons de me faire poignarder. Ben, c'est sûr que si tu aides le criminel, je sais pas si tu dis « Hey, viens-t'en dans mon char, on va se sauver », on appelle ça une complicité après le fait, c'est-à-dire tu deviens complice après l'événement, mais tu caches le crime, tu caches l'information, tu biaises les faits. À ce moment-là, tu peux être considéré comme étant une complicité après le fait. Ça, ou à la limite complice de quelque chose. Okay. Pas de l'assassinat, mais complice de quelque chose. C'est sûr que ça peut t'arriver. Mais en principe, tu n'as pas d'obligation de dénoncer quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est pas un crime que de ne pas dénoncer. Par contre, si quelqu'un, qui a des accusations qui sont portées, puis que dans l'enquête de police, on s'aperçoit que toi, tu étais là, parce qu'il y a des vidéos, il y a des projecteurs qui t'ont vu, à ce moment-là, tu es obligé de répondre aux questions si tu es assigné comme témoin dans ce procès-là pour meurtre de l'individu. Mais il y a une exception à ça. Oh! Il y a une exception. Il y a une situation où tu as l'obligation de signaler des abus sexuels ou des abus physiques. Oui, je le sais. Oui, c'est quoi?
Attendez un peu, j'essaie de trouver la vraie phrase, là, mais je vais vous faire une image. Supposons que je suis psychologue ou encore psychiatre et Camille me confie qu'elle va tuer son conjoint. J'ai l'obligation de dénoncer Camille. Ouais, je comprends, mais là, tu dénonces pas un crime, mais tu dénonces, c'est vrai que tu as l'obligation t'es délié du secret professionnel. Ah, voilà. Si on te confie, par exemple, quelqu'un vient et dit, moi, je m'en vais tuer le premier ministre, bien là, tu es obligé de dénoncer, mais là, c'est le secret professionnel, tu es obligé de dénoncer l'intention. On va tuer quelqu'un qui il n'a pas encore commis de crime, mais il a dévoilé son intention, puis tu le prends au sérieux, fait que tu peux le dire. Mais c'est pas la même chose que de dénoncer un crime comme tel, parce que le crime n'est pas encore commis. Mais ceci étant dit, l'obligation de dénoncer, c'est quand c'est un enfant. Ah! La loi de protection de la jeunesse fait que tout le monde a l'obligation de signaler des situations d'abus sexuels ou d'abus physiques sur un enfant. J'espère. Oui, mais c'est comme ça depuis 1979. Depuis que la loi sur la protection de la jeunesse a été adoptée, tu as l'obligation de le dénoncer. Ça veut dire que si tu vois ton voisin donner une taloche ou violenter ou agresser sexuellement un enfant, on entend un mineur, tu es obligé de le dénoncer à DPJ. Puis si tu le fais pas, là, tu peux être en infraction. C'est pas une infraction criminelle, mais c'est une infraction à la loi sur la protection de la jeunesse, c'est-à-dire une infraction pénale, là, comme un excès de vitesse ou du braconnage, là, ou une infraction à une loi provinciale, parce que la loi sur la protection de la jeunesse est une loi provinciale. Puis ça s'explique aisément, parce que les enfants, évidemment, n'ont pas les moyens de se défendre. Puis souvent, ils vont être dans une situation où ils ne seront pas capables eux-mêmes de dénoncer du fait que c'est leur protecteur, en principe, qui les abuse, puis, tu sais, comprends-tu, ils n'ont pas le moyen, mais toi, tu es obligé de dénoncer. Puis certains professionnels ou des employés, comme dans les enseignants ou les gens qui travaillent dans les services de garde, ont l'obligation aussi de signaler à DPJ toute forme de situation où la sécurité d'un enfant serait compromise. Alors ça, c'est une exception au principe voulant que tu ne sois pas obligé de dénoncer d'un crime, sauf si le crime porte sur un enfant. Drôle de question, Maître Bellemare, mais pourquoi on n'a pas fait de cette loi-là, de cette règle-là, une cause qui est rétroactive? On voit des cas de gens qui se présentent devant les tribunaux avant les années 79 pour des faits allégués d'agression, d'allégation d'inconduite sexuelle auprès de proches ou, exemple, de membres de la communauté religieuse. Pourquoi on ne ferait pas un acquis? T'sais, vous avez commis un crime, vous avez commis une faute sur un enfant, mais automatiquement, vous sévissez. Là. Oui. Non, mais c'est ça. Mais si c'est un enfant, tu es obligé de le dénoncer. Mais si c'est un adulte, tu n'es pas obligé. Tu peux le faire, tu peux le dénoncer. Puis moi, je pense que, écoute, même si c'est pas un devoir de dénoncer un crime sur un majeur, écoute, moi, si je vois une situation qui ressemble à un crime, des voies de fait ou n'importe où, là, à l'épicerie, dans un parking, dans un show, là, je vois n'importe qui frappe quelqu'un. Je peux te dire une affaire, je vais m'organiser pour que ça soit su. Là. Oh! Ben oui, bien certain. Écoute, c'est absolument inacceptable. Mais des menaces de mort, c'est un petit peu la même chose. Il y a des situations qui sont intolérantes, mais il y a pas d'obligation encore. Mais c'est sûr que si tu as un enquêteur qui va te visiter puis qui dit « Vous étiez là, avez-vous vu quelque chose? » Tu as peut-être intérêt à y parler. Là. Mais c'est fou à quel point les temps ont changé, puis pour le mieux, là, des menaces de mort pour les gens qui jouaient au hockey quand on était jeunes. On en avait à tous les matchs de hockey. Oh my God. Des fois, ça venait des estrades, des fois, ça venait des joueurs parents, qui étaient des joueurs qui nous menaçaient de nous tuer, qui nous traitaient de tapettes, de ci, de ça. Je veux dire, aujourd'hui, heureusement, c'est rendu totalement inacceptable, là, ces affaires-là. Puis, tu sais, il peut y avoir un juste milieu aussi. Là, non, mais il y a une évolution. Mais c'est vrai qu'il y a une évolution. Mais il y a une évolution par rapport au tabac, il y a une évolution par rapport à l'alcool aussi. La grosse bière entre les deux jambes, là, ça se voyait souvent, ça, autrefois. Mais là, il y a eu, écoute, dans les années 70, tu avais 25 000 infractions de boissons par année au Québec. Puis actuellement, tu en as peut-être une douzaine de mille. Là. Ça a peut-être coupé de moitié. Ça va mieux de ce côté-là. Mais il reste que c'est encore un crime et c'est intolérant. Mais si on revient à la question des plaintes que tu n'es pas obligé de faire à la police si tu es témoin d'un crime, par contre, s'il y a une situation où une personne est en danger, tu es obligé de lui venir en aide. À moins que toi, ça te cause un danger. Si c'est quelqu'un qui est en train de se noyer, là, c'est pas quelqu'un qui a tiré l'autre à l'eau, puis si tu ne sais pas nager, évidemment, tu es aussi bien de te tenir loin ou de lui lancer une perche. Là. Ouais. Mais en principe, les lois du Québec, puis la Charte des droits et des libertés aussi, prévoit que toute personne a droit à la sécurité, puis tu as l'obligation de venir en aide
Et même, il y a la loi sur le civisme. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, mais c'est une loi qui permet à quelqu'un qui vient en aide à autrui, puis qui se blesse en venant en aide à autrui, d'être indemnisé sur le même pied que c'est l'IVAC qui gère ça. Là. On appelle ça la loi visant à favoriser le civisme. OK. Moi, des fois, j'ai des prises de conscience un peu bizarroïdes là, quand je croise les gens sur l'autoroute et les gens sont sur les 4 flasheurs. Puis, exemple, il fait pas beau. Il y a une tempête de neige, il fait froid et tout ça. Je suis pas capable, Maître Bellemare, de pas arrêter. Mais t'es pas mal bon, parce que souvent, moi j'ai plus la chienne que toi. Ouais. Mais oui, c'est parce parce que vous avez peur de faire voler tout votre argent, mais moi, j'en ai pas. Moi, j'en ai pas. Fait que j'arrête, puis je me fais souvent dire, non, c'est beau, j'attends la remorqueuse, j'ai mon cellulaire et tout ça, mais je me dis à chaque fois, à un moment donné, je vais tomber sur quelqu'un qui a pas de cellulaire, puis je vais me dire, il y a sûrement un cellulaire, puis c'est cette personne-là que je vais voir dans le journal comme quoi elle est décédée sur le bord de la route parce qu'il y a personne qui l'a Ouais, aidé. mais je pense qu'il y a plus de chances que ce soit toi qui se ramasse dans le journal parce qu'il était décédé sur le bord de la route. Moi, j'écoute trop de séries de tueurs puis de gens pas fiables. Je suis un peu comme Maître Bellemare là-dessus. Mais concrètement, ça t'est déjà arrivé d'arrêter sur le bord du chemin. Il fait noir, là, puis il fait moins 10. Là. J'arrête souvent, c'est à 73, là. Ben là, j'habite de moins en moins là. Mais c'est à 73, là. Au moins une fois par semaine, j'arrêtais. Au moins une fois par semaine, ben oui. Il y a donc bien du monde mal pris, cette autoroute-là. Un moment donné, non. Un moment donné, non, qui était assis sur son hood, comme dans les films, là. Il était assis sur son hood, puis il attendait de l'aide, puis lui, il avait pas son cellulaire. Oh non. Fait que, tu sais, lui, ça a été correct, là. J'ai appelé la remorque, puis la remorque est venue le chercher. Mais, ouais, c'est ça. Je suis pas capable de... Mais mettons que je laisse quelqu'un dans le trouble comme ça. Je sais pas, je suis dans un rang, là, me promenant en skidoo, là, puis là, je vois qu'il y a du monde qui sont en skidoo, leur skidoo est en panne, puis j'ai pas le temps, je chaque mon camp parce que j'ai frette, puis j'apprends qu'ils sont décédés le lendemain. Sachant que je suis passé par là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire il n'a pas assisté ces personnes-là puis les a mis en danger? Oui, hein, c'est ça. C'est un grand cœur, mais dis-moi, est-ce que tu es déjà arrêté puis tu l'as regretté? Non. Ah ouais, ouvre-toi. Jamais? Non. OK. Non, peut-être ça va t'arriver, puis qu'à un moment donné, tu n'arrêteras plus. Là, je sais peut-être. pas. Mais c'est comme je vous dis. Quand tu vas être vieux comme moi, peut-être tu vas arrêter moins. C'est comme je vous dis, quand j'arrête puis ils voient mon linge, je savent bien, ils peuvent me laisser repartir, ils feront pas d'argent avec moi. Il y en a qui pensent que t'arrêtes juste quand il y a une jolie jeune femme en détresse. Dans vos rêves. Ouais, mais ça, tu vois pas tout le temps, puis des fois, il y en a 2-3 qui sortent du fossé. Tu sais. Ouais, c'est ça. On parle maintenant d'un faux médecin, Maître Bellemare. Oui, c'est un individu qui s'appelle Jean-Pierre Hallé. Moi, je l'ai connu, Jean-Pierre Hallé, qui était un psychologue assez bien en vue. Il était à Québec à l'époque. Il faisait beaucoup de rapports de consultation pour des cas de CSST puis de SAC, des rapports très fouillés. Puis à un moment donné, je vois ça dans le journal en fin de semaine. Jean-Pierre Hallé, radié de l'Ordre des psychologues en 2018. C'est bizarre, hein? Des fois, des gens en apparence... bien correct, tu sais, des professionnels bien en vue. Puis à un moment donné, pouf, radiation. En 2018, radié de l'Ordre des psychologues parce que il disait qu'il traitait les adultes et les enfants anxieux au gaz carbonique. Au gaz carbonique, oui. Alors moi, je te dis, je pensais que le gaz, depuis une certaine guerre mondiale, ça n'existait plus. Mais là, tu traites les enfants anxieux et les adultes au gaz carbonique. Alors, l'Ordre avait ordonné d'arrêter cette pratique qui est interdite en principe depuis 2015. On parle de l'Ordre des psychologues. Et lui, il avait continué de traiter les gens. Il s'appelait le Monsieur Poumon, là, tu sais, comment est-ce qu'il l'appelait, là? Il a trouvé que j'avais de l'apnée. C'est ça, il y a un faux policier, un faux patient qui s'est présenté, c'est une police. Ouais. Il dit, il a trouvé que j'avais de l'apnée et quand je respirais, j'avais pas besoin d'oxygène, mais de dioxyde de carbone et qu'il traitait bien ça. Ouais, il s'appelait le spécialiste du souffle. C'est ça que je cherchais. Le spécialiste du souffle. Aïe, aïe. Écoute, il n'y a pas de sous-métier. Alors là, c'est parce que là, il sort de la psychologie. Ouais. Puis là, il est rendu dans la médecine. Alors là, le Collège des médecins l'a pogné. L'agent de police a finalement découvert le poudre rose. Ouais. Puis le juge Sylvain Lépine l'a reconnu coupable de 6 chefs à l'effet qu'il pratiquait la médecine illégalement parce qu'en plus de plus être psychologue, il n'est certainement pas médecin. Et là, ils veulent y imposer une amende de 37 000 $. Ouais, mais lui, il crie à la conspiration. Là. Il dit que sa formule fonctionne, c'est lui qui l'a découvert, puis les gens font tout pour lui causer du trouble, puis l'empêcher de dire ce qu'il a découvert à la terre entière. Oh boy. Ouais. Mais c'est drôle que
Moi, ce qui m'étonne tout le temps dans ces situations-là, c'est qu'il y a des gens qui marchent là-dedans. Tu sais. Il y a des gens qui sont assez désespérés puis qui sont à la recherche d'une solution à des problèmes de santé. Ils ont plus confiance dans la médecine traditionnelle, manifestement. Souvent, ils ont passé à peu près tout ce qui existe, les acupuncteurs, les ostéopathes, les chiros, les ci, les ça. À un moment donné, il se retrouve devant un gars qui dit non, pas d'oxygène, toi, c'est plutôt du dioxyde de carbone. Je sais pas, mais je pense que t'es rendu mal pris pas mal dans la vie pour Je pense qu'il marcher là-dedans. y a une question un peu de paresse, puis aussi d'être à la recherche d'un remède miracle. Tu sais, quelque chose qui va marcher pour toujours, là, mais c'est souvent pas le cas. Là. C'est souvent des effets placebo ou de quoi de pas super bon. Là. Ouais. Puis c'est sûr que quelqu'un qui se présente... Si t'as un bureau, ben lui, il n'est plus psychologue. Alors, il est quoi, là? T'sais, je sais pas comment est-ce qu'il s'affichait, parce qu'ils nous disent pas sur le fil de presse comment ça se passait. Mais en quelque part, si t'es plus psychologue puis t'es radié depuis 2018 de manière permanente, comment tu fais pour avoir un bureau avec des cartes d'affaires puis de la pub puis en fait, il une invente... affiche à la porte? Là? Comment tu fais pour amener du monde chez vous? Il s'est inventé un titre. Il s'est inventé le titre de psychophysiologue enseignant. OK. Ouais. Ça, il n'y a pas de corporation professionnelle qui donne ça. Là. Ben, ça doit être pour ça qu'il s'est nommé comme ça. Oui, puis finalement, c'est terminé pour lui au palais de justice de Saint-Jérôme. Mais tu sais, moi j'ai vu des cas où il y avait des faux avocats, là, tu sais, des gens qui étaient radiés du barreau puis qui continuaient d'être sur les réseaux sociaux puis qui disaient avocat. Tu sais, le gars est avocat en 2015 puis il est radié du barreau. Mais la pub sur Internet, ça continue, cette affaire-là. Là. Fait que si tu cliques le nom, ça sort encore avocat. Alors, il profite de ça, puis il y a des gens qui vont le voir, puis ils se font encore passer pour un avocat. Mais faut être prudent, tu sais, c'est sûr que là, je vois qu'un psychologue radié en 2018 est pogné avec une infraction qui date quand même de 2019, puis là, il vient juste de... Tu sais, s'il n'y a pas les médias pour relater ça, là, personne ne le sait. Ouais. Que moi, allez, j'y ai parlé il y a une couple d'années, dans une autre affaire. Il m'avait appelé pour me parler d'un client qu'il connaissait. Mais là, je vois ça dans le journal, je me dis, batèche, là, tu sais, il y a probablement des centaines de personnes qui sont adressées à lui. Puis peut-être que même après tous ces déboires-là, il y a des gens qui continuent de croire qu'il peut leur apporter un changement, un soulagement. Des gens qui ont tellement pas confiance des institutions, là, qui vont procéder à contrario, tu sais. Ils vont faire le contraire de ce que l'institution dit. Les corporations professionnelles, c'est toutes des ça. Puis moi, je sais que ce gars-là, c'est un bon gars, puis je sais qu'il va me guérir. En tout cas, c'est bien triste. Maître Bellemare, pour des dossiers de CNESST, des dossiers de SAC, des dossiers d'IVAC, on va tout de suite chez bellemaravocat.ca. Bellemare Avocat, puis on a le téléphone à partir de 8 heures le matin, là, on répond. Puis on répond à bien des gens sur toutes sortes de sujets, mais à un moment donné, on va les centrer sur nos spécialités. On lâche pas. Ça marche. Bonne semaine, Maître Bellemare. Bye-bye. Bien, Merci. bye-bye. On se rejoint lundi prochain.